partager. Et donc, il faut... Alors, recording, j'espère que tout est enregistré. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être OK. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, on va parler d'une gestion de la pendule, c'est-à-dire la gestion du temps. Effectivement, aux échecs, c'est quand même assez important. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, pas trop, parce qu'on utilise. On n'est pas prêt de rejoindre des parties longues, mais bon. Hop, c'est là que c'est le plus important. Alors, je vais partager un autre écran. Hop, hop. Donc, je vais cliquer sur le lien quand j'étais sur l'IHS. Voilà, donc là, c'est sur les méthodes. Donc aujourd'hui, c'est pas comment faire un bilan. Ce qui m'intéresse, c'est la gestion de la pendule. Donc c'est un peu plus bas. Voilà, on y est. Donc vous voyez, gestion de la pendule. Donc c'est en fait la gestion du temps, hein, simplement. Alors, donc c'est assez important aux échecs, hein, quand même, quand on joue une partie, de savoir gérer son temps. C'est pas évident. Même des joueurs de très haut niveau n'y arrivent pas. L'exemple le plus classique, c'est Kretschuk. Alexandre Kretschuk a beau être depuis 10 ans dans le top 10, presque 20 ans même d'ailleurs. Il sait toujours pas gérer la pendule et il a même abandonné l'idée de réussir un jour à gérer le temps. Hop. Donc résultat, comme quoi c'est pas du tout quelque chose de simple. Alors aujourd'hui on va voir différentes méthodes, parce qu'on peut faire des méthodes, c'est-à-dire que soit on gère de façon instinctive le temps, c'est-à-dire que c'est possible, hein, c'est ce que font la plupart des joueurs, soit on essaie d'appliquer des méthodes de gestion du temps. Donc là, bien sûr, on va s'intéresser aux méthodes. La gestion instinctive, elle dépend de chaque personne. Alors, il y a des façons systématiques de gérer sa pendule, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à son adversaire, on gère toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on utilise une méthode, on utilisera toujours, quel que soit l'adversaire, ou sinon on peut avoir des gestions spécifiques liées à l'adversaire. Ça peut faire, la gestion du temps peut faire partie d'une préparation. C'est-à-dire qu'on prépare un joueur, bien sûr, on a tendance à vouloir préparer l'ouverture, mais on peut aussi préparer la filière de jeu, et on peut aussi préparer la gestion du temps. On va jouer contre un adversaire. Ça fait partie normalement des choses qu'il est conseillé de préparer, d'envisager lorsqu'on prépare un joueur. On a suffisamment d'informations sur le joueur. Alors bien sûr, on va d'abord s'intéresser aux méthodes dites systématiques, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte l'adversaire. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'informations sur l'adversaire, il faut quand même avoir ce type de méthode. Alors, on va commencer par les méthodes les plus ambitieuses, donc une gestion agressive du temps. La gestion agressive, l'idée, c'est d'essayer de mettre l'adversaire en prise de temps le plus rapidement possible, c'est-à-dire d'essayer de mettre une pression au temps. Le joueur à haut niveau qui est vraiment le plus, qui utilise le plus cette gestion agressive du temps, c'est Maxime Lachagrave. Hein. Il est vraiment, c'est vraiment un de ses objectifs, hein, de mettre la pression au temps. Alors, vous allez me dire qu'il y a aussi Neponacci. Neponacci, en fait, c'est pas une méthode, c'est juste qu'il joue sa façon de jouer, il joue très très vite, il met la pression au temps, mais c'est pas méthodique chez Neponacci. C'est complètement partie de son jeu. Ça fait partie intégrante de son jeu naturel. Chez Maxime, c'est quelque chose qui a été travaillé. Alors, donc pour avoir une gestion agressive, ça demande beaucoup de choses quand même. Hein. Pour pouvoir mettre la pression au temps adversaire, il faut déjà, je l'ai mis ici dans les prérequis. Vous voyez tous ce prérequis. Hein, donc ça, c'est ce qu'il faut. Pour pouvoir faire une gestion agressive, il faut maîtriser la notation, c'est bête, mais si vous mettez presque une minute à noter beaucoup, c'est impossible de faire une gestion agressive. Hein. Je veux dire, j'ai oublié son nom, un grand maître qui met un temps monstre à noter ses coups, je sais plus comment il s'appelle. Oulibine, j'ai oublié son nom, j'ai joué contre lui, et il met au minimum 30 secondes pour noter un coup. Donc clairement, il peut pas mettre, c'est impossible pour lui de mettre la pression autant à l'adversaire. Oui. Il y avait une blague sur les joueurs d'échecs en disant que, je ne sais plus comment il s'appelait, Gabri Djanchvili ou ainsi de suite. Oui. Et le joueur disait, je mettais déjà 5 minutes à écrire le nom de mon adversaire. Ah oui, contre Rako Mataro, contre tous les joueurs malgaches, voilà. Effectivement, c'est la blague. Hein. Le joueur malgache, faut pas arriver en retard. Sinon, tu perds 5 minutes à écrire son nom. Voilà, c'est clair. Donc, et je l'ai déjà raconté, hein, mais Maxime, il joue d'une main, et il appuie sur la pendule d'une main, et il note de l'autre main. C'est-à-dire qu'il écrit de la main gauche, et il joue de la main droite, il appuie sur la pendule de la main droite. Comme ça, ça évite il gagne quelques microsecondes, et voilà. Il optimise au maximum la gestion du temps. Alors, ça demande aussi des préparations théoriques longues, hein, c'est-à-dire pas juste larges, mais surtout très longues, pour vraiment pouvoir restituer très longtemps la théorie pour pouvoir espérer mettre la pression au temps. Et bien sûr, aussi un point important, il faut savoir comment réagir à une proposition de nul.
C'est-à-dire que le NPM, hein, c'est la nulle par accord mutuel. Quand votre adversaire propose nul, si vous savez pas comment réagir, vous pouvez prendre du temps et c'est un peu malheureux d'avoir mis la pression autant à l'adversaire, puis tout d'un coup perdre tout le temps gagné, vous le perdre sur la réflexion sur la proposition de nul. Il faut en fait envisager les différents cas de figure, des situations, et savoir avant la partie en fait savoir comment vous allez réagir sur la proposition de nul. Il ne faut pas réfléchir sur une proposition de nul pendant la partie. Il faut déjà avoir la réflexion avant. Sinon, même des très forts joueurs sont fait avoir. Hein. Deco, il a une partie assez célèbre quand il était assez jeune. Quelqu'un, en fait, il joue contre un grand maître. À ce moment-là, Deco joue pour ses normes de grand maître. Donc il était très jeune, hein, il avait 13 ans. Et son adversaire est assez malin parce que la position est favorable à Deco, mais c'est pas encore si net. Et là, l'adversaire propose nul, mais pas en espérant. C'est un grand maître, hein, pas en espérant que l'écho accepte, mais en espérant que l'écho hésite longtemps parce que il y a plein de considérations à prendre en compte. La nulle, c'est quand même pas si mal pour sa norme, mais il est mieux. Donc, normalement, il devrait continuer pour essayer de gagner quand même. Et résultat, l'écho a quand même réfléchi 40 minutes avant de refuser. Et évidemment, a perdu la partie après. Parce que, comme si tu mets 40 minutes, il semble qu'au bout d'un moment, tu n'as plus le choix, il faut accepter. Normalement, oui. Sauf qu'en fait, il a fait 40 minutes pour confirmer que sa position était supérieure. En fait, pendant 40 minutes, au début, il pensait que sa position était supérieure, mais il a voulu vérifier. Et en fait, au bout de 40 minutes, il était clairement certain que sa position était nettement supérieure à celle de l'adversaire. Donc là, il est jeune, donc il peut pas. On lui dit de pas accepter des nuls quand il est mieux. Donc résultat, il refuse, mais il a quand même perdu 40 minutes. Et effectivement, c'est difficile à voir. C'était une erreur. Ça, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas anticipé la proposition de nul. Et donc faut. Et c'est arrivé aussi lors d'un match par équipe que j'ai peut-être déjà raconté, mais Damien Justo qui était de mon équipe, vraiment se laminé dans l'ouverture, mais petit à petit il revient et la position devient un peu moins claire. Il est toujours très très mal, mais il est quand même vraiment revenu dans la position. C'est-à-dire que c'est plus du tout aussi, c'est devenu un peu plus tendu. Et là, il propose nul parce qu'il a vu que c'était pas trop mal pour l'équipe. Il propose nul, donc il propose nul. Il est moins bien au temps, il est moins bien en position, mais la position s'est un peu rétablie et c'est bien pour l'équipe. Alors, son adversaire, lui, il veut accepter, clairement, parce qu'il commence à perdre de fil, il sent qu'il commence à perdre de fil, mais il est correct, il demande à son capitaine. Son capitaine veut voir la position, il voit que son joueur est beaucoup mieux, il dit bah non, refuse. Et bien sûr, le joueur perd un code quoi après. Quoi. Voilà, donc faut faire attention hein, quand les propositions de nul par accord mutuel, c'est quand on n'anticipe pas la chose, ça peut vraiment nous faire très mal quand on n'est pas préparé. Et bon, quand on veut faire une gestion agressive du temps, c'est carrément une erreur de ne pas le anticiper. Ensuite, donc, concrètement, ce que ça donne, dans une partie, on a une phase de restitution. Là, on récite, hein, là, il faut réciter vite. Hein, pour une gestion agressive, c'est important là de jouer à tempo sur les restitutions, ce qui n'est pas vrai pour d'autres façons de gérer le temps. Et donc, il y a 3 cas de figure. Soit... pardon, qu'est-ce que tu appelles les restitutions dans ce cas? Restitution, c'est les coups que tu récites par cœur. Et donc, d'accord, ok. C'est les restitutions, c'est pas tu récites. C'est ta phase de récitation. Restitution, tu restitues tes connaissances, ta préparation. Mais il faut savoir que sur les gestions non agressives, même la phase de restitution, c'est conseillé d'y aller à tempo en fait. C'est vraiment important d'aller à tempo quand tu veux faire quand tu veux être agressif au temps. Mais quand tu as une gestion plutôt conservative du temps, qui consiste juste à ne pas être mal au temps, là, il vaut mieux être calme en fait. C'est pas une bonne idée de blitzer l'ouverture et après d'avoir un bloc et tout à coup bloquer et se mettre à réfléchir, c'est dur. Oui. C'est pas moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une partie, un début que je connaissais à fond. Voilà. Et à fond, le premier coup, alors j'ai avantage. Enfin non, j'ai facile. De ma tête est une gaffe. Le premier coup. Alors, attention, Gérard. Ça m'est arrivé. On perd un peu. Donc, c'était arrivé, voilà. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Quand on récite une variante, le moment où on quitte la phase de restitution, donc la phase de récitation, est un moment critique qui est très très dur à gérer parce que le changement de rythme est vraiment violent et on n'est pas dans la partie et ça peut nous coûter cher. Donc autant c'est important quand on fait une gestion agressive du temps, autant quand on fait une gestion plus conservative, il vaut mieux jouer calmement en restitution. Essayer d'être dans la position. Donc il y a 3 cas de figure, donc dans la gestion agressive, soit ça a échoué, c'est-à-dire qu'on la préparation n'a pas réussi et en fait, on n'a pas pris d'avantage au temps ni en position. Donc, résultat, là, c'est un échec.
Et là, on doit gérer autrement le temps, c'est-à-dire qu'on doit passer à une autre façon de gérer le temps. On peut plus jouer agressivement tout le temps, ça arrive. Soit ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire qu'on a pris un bon avantage au temps, mais que l'adversaire n'est pas en prise de temps. Parce que nous, on est toujours avec nos 2 heures de temps, on va dire. L'adversaire, il reste 1 heure, 1h20, on a gagné 40 minutes. On est bien. Donc là, on va continuer à jouer. On va continuer quand même à jouer assez vite. On va bien sûr pas du tout jouer à tempo, mais on va quand même essayer de jouer à moins de 2 minutes par coup, moins de 2-3 minutes. On va quand même essayer de continuer à mettre la pression sur le temps. Par contre, il y a le cas de figure où l'adversaire est complètement en prise de temps, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il a complètement l'ouverture, il la maîtrisait pas assez, il se retrouve vraiment à moins de 15 minutes au temps. Et là, par contre, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est continuer à mettre la pression sur le temps. On a déjà gagné, ça y est, il est déjà en prise de temps, ça sert à rien de continuer. Il faut ça. Là, il faut au maximum prendre son temps pour essayer de trouver des coups qui font le plus mal. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est ce qu'on est dans le cas du top, ça veut dire qu'on a, en gros, utilisé 20 coups de théorie. On est au 20e coup, donc il reste une vingtaine de coups à jouer. Sachant que sur 20 coups, il y aura quand même quelques coups gratuits qui seront forcés. Donc en fait, on aura 15 coups, on va dire, on va réfléchir. Donc 15 coups en 2 heures, bah là, franchement, on a du temps, il faut le prendre pour essayer de trouver à chaque fois un coup qui fait mal. Parce que l'adversaire est en prise de temps, si on trouve un coup qui fait mal, ça va être mauvais pour lui. Donc là, c'est comme ça qu'on profite de la prise de temps. Surtout là, faut pas essayer de le faire tomber. Hein. C'est contre-productif de jouer très vite quand l'autre est en prise de temps, en partie longue. En prise de temps, quand l'adversaire est en prise de temps, si vous avez du temps, au contraire, surtout là, c'est génial parce que vous avez été très rapide pendant 20 coups. Et là, vous commencez à mettre presque 10 minutes par coup. Parce que en général, c'est ce qu'on fait. Et en termes de rythme pour l'adversaire, c'est très très dur. Parce qu'il passe d'un moment où c'est lui qui joue très lentement, à un moment où il doit quasiment jouer à tempo chaque coup. Et à chaque fois, en plus, il peut même pas se lever. Parce que vous réfléchissez pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, s'il se lève, bah, comme il est très mal au temps, c'est pas terrible pour lui. Donc en fait, il doit rester devant vous, il essaie de réfléchir, mais s'il y a plusieurs coups possibles, il doit passer d'un coup à l'autre. C'est extrêmement difficile comme situation pour l'adversaire. Et donc, c'est vraiment important de prendre son temps. Et de pas, au contraire, de changer complètement le rythme. On était dans un rythme de récitation, et on passe au contraire à un rythme beaucoup plus lent que d'habitude. Et c'est pas si simple à faire. C'est très facile d'être emporté par le temps adverse où il n'y a plus beaucoup de temps, on attend de pouvoir jouer vite. Et là, en fait, non, c'est contre-productif. Il faut vraiment, et au maximum, prendre son temps. Et c'est pas si simple, hein. Même un joueur comme Maxime Achagraf, qui est assez bon pour ce genre de stratégie, bah, de temps en temps, quand même, il a des coups, il va quand même, parce qu'en fait, il va suivre une idée. C'est-à-dire qu'il a réfléchi très longtemps sur un coup, il a vu un plan, et après, il va lancer son plan alors qu'il a encore beaucoup de temps, et il va pas vérifier certains coups qui sont intéressants parce que c'est pas son plan. Et c'est une erreur. Et même un joueur de son niveau peut faire cette erreur-là. Il ne fait pas systématiquement, c'est quand même un des joueurs qui regarde le coup possible. C'est-à-dire que c'est un joueur qui élague peu, mais parfois quand même, des fois, il lui arrive quand même d'être bloqué dans ses coups. Donc on va regarder une de ces parties, justement, où typiquement ça s'est très bien passé. Hop, je change d'écran. Stop. Share screen. Hop. Donc la partie, c'était la partie des candidats. Je vous ai peut-être déjà parlé de cette partie-là. La partie contre... Oula. Excusez-moi pour tout ce qui est... Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la partie. Je vérifie rapidement que vous êtes bien sur... Très bien. Donc là, on est sur le vieux site Chess Bomb. Hein. Il est un peu ancien, je suis d'accord. Mais bon, c'est bien, le temps est quand même bien indiqué. Alors, il est où d'ailleurs, le temps. Là, je vois pas. Normalement, il est bien indiqué, mais là, oui, en pensant il y a 0 sur la série de partie. Donc là, vous voyez, donc 1 minute 41, alors, ils sont en 1h40 plus 30 secondes par coup. Donc on voit, je vais rapidement sous l'ouverture, hein, c'est pas ce qui m'intéresse, donc là, c'est la fameuse barinoise, la grande ligne qui a été popularisée par Kramnik. Donc H3, la ligne à la mode. Vous voyez qu'à pensant Maxime, son temps monte, il est à 1,44, il récite. Ritchouk aussi, hein, France. Hein. Alexander réussit. Il a beaucoup de mal à réciter, Alexander. Hein. Il a tendance à faire des pauses, même quand il est archi préparé. 3-8. Où est-ce qu'on voit les temps des joueurs là pardon, ils sont. Je sais pas si je peux les. Ah, j'arrive pas à les surligner. Ils sont en dessous des noms. Ritchouk, Alexander, en dessous les. D'accord, ok, pardon, j'avais pas vu. Maxime Achagrave, en dessous c'est 1h44. Donc vous voyez, là, les deux joueurs gagnent du temps par rapport au début, c'est à 1h40. Pour l'instant, ils jouent quasiment à tempo tous les coups. Normal, hein, c'est une ligne archi classique, c'est la grande ligne de la berlinoise actuellement. C'est la ligne à la mode qui a déjà été jouée plusieurs fois par Maxime. Maxime, c'est un des forts joueurs qui continue beaucoup à la jouer, cette ligne-là. Donc pour l'instant, ils sont vraiment là.
Grichuk ne surprend pas, il joue vraiment la grande ligne, donc ce qui permet à Maxime de sortir sa préparation. Ah, pour l'instant, il y a 2 joueurs ici. Hein. Pour l'instant, il n'a pas de réussite pour Maxime. Donc ça, c'est le coup de Kramnik à 3. Hein. C'est un coup de Kramnik, côté blanc. Kramnik aussi a trouvé des idées côté blanc. Hein, donc un coup un peu étonnant, parce que c'est l'idée des noirs de faire souvent C3. Mais en fait, bizarrement, en A3, le pion, comme il n'y a plus de toute case noire, pour les noirs, le pion A3 va être dur à gagner. Alors que en A2, il était perdu. Donc c'est juste pour sauver le pion. Hein. C'est bête, mais c'est important. Parce que si le pion A tombe, le pion A7 devient monstrueux. Ça va pas. Et donc là, pour l'instant, les 2 joueurs ont récité H4, coup de Ricotti, G4, donc ça c'est pas le seul coup, c'est un peu c'est pas le coup le plus joué dans la position, donc c'était un peu le coup surprenant même s'il a déjà été joué, mais c'est pas le coup le plus attendu, c'est la première surprise. Bon, malgré tout, vous voyez qu'il est pas trop surpris avec Alexander, c'est quand même un des coups classiques, F franc G3, et voilà, et là, Elias7 qui avait déjà été joué plusieurs fois dans la position. Là, bon voilà, c'est Grichuk. Il est toujours dans sa préparation, Grichuk. Hein. Là, avec Elias7, c'est le coup qui avait été prévu par son équipe, par lui. Et pourtant, il va mettre presque 50 minutes à jouer ce coup-là. Même plus. En 43, il met plus de 50 minutes à jouer un coup qui était sur la ligne principale. Moi, je veux dire, c'est incompréhensible. Et pourquoi il a mis 50 minutes pour jouer ce coup-là? Voilà, ça veut dire qu'il a eu une autre idée et qu'il l'a rejetée. Non. En fait, non. Il a juste réanalysé ce qu'il connaissait déjà. Non, il n'a pas eu d'autre idée. Hein. C'est tout d'un coup, il s'est dit, il a voulu analyser la position. En fait, il a analysé qu'il y a eu 7 à fond. Il a réanalysé à fond. Il a revu. En fait, il s'est amusé à revoir tout ce qu'il connaissait sur cette position. Mais il a pas dû. En fait, il a aucun moment il a hésité à jouer un autre coup que KO7 sur les 50 minutes. C'est complètement délirant. On peut pas savoir ça. Ah si, il l'a reconnu, on le sait. Lui, il l'a dit. Il le reconnaît. Il a un vrai problème sur la gestion. Il y a des moments, il peut pas. Il veut vérifier tout. C'est vrai qu'il a un doute sur la position. Je sais pas pourquoi, il commence à douter de ce qu'il a déjà analysé. Et il se remet à tout vérifier ce qu'il connaît. Et donc, il vérifie tout. Excuse-moi, tu dis qu'il a mis beaucoup de temps à jouer le coup, mais ça n'apparaît pas sur l'écran. Bah si, regarde, on passe de 1h43 à 51 minutes. Regarde en toute son... Regarde. Ah, c'est le coup d'après, oui, d'accord. Voilà. Il reste ici à 1h43, okay. Il joue KO7, il a mis presque 50 minutes. Bon là, c'est dément, surtout que... Ok, je voyais pas. Et en fait, c'est juste qu'il se met... il se met un peu à douter, il veut contrôler en fait. En fait, c'est dur de réciter pour lui. Pour lui, réciter, c'est quelque chose de très difficile. Il veut connaître la position. Or, quand on récite, on n'est pas dans la position. Et donc là, quand il n'en peut plus, il décide, bon, faut quand même que je revoie un peu ce que dans la position. Or, cette position-là est extrêmement riche, en fait. Elle est énorme. Mais Bertrand, il pouvait pas jouer et ensuite analyser, ne serait-ce sur le ton de Maxime. Mais Maxime, il joue tout à tempo, Maxime. Il va jouer tempo. Bah oui, depuis le début, il joue à tempo, Maxime. Ça fait déjà 18 coups que Maxime a joué, regardez, 1h47. Il a joué à tempo tous ses coups, Maxime. Maxime n'a pas réfléchi à un seul coup pour l'instant. Maxime, c'est son jeu. Hein. Il met beaucoup de pression. Là, il est dans sa préparation. Grichuk aussi est dans sa préparation. Oui, donc il a gagné 7 minutes. Et là, il a plus 7 minutes. Ouais, plus 7 minutes 41 secondes. Donc il a pas fait tout à tempo, mais pas loin. Hein. En fait, parce que de temps en temps, il doit quand même. Ça joue à rien. Hein. C'est presque tout à tempo quasiment. Enfin, si, tout est à tempo en fait. Il est moins de 10 secondes par coup là. Il met moins de 10 secondes par coup. C'est assez monstrueux. Et donc, là, Grichuk avait réussi à suivre en 18 coups. C'est énorme pour Grichuk. Psychologiquement, c'est très dur pour lui. Mais là, en fait, cette position-là, il la connaît, mais il n'a peut-être jamais joué, par exemple. Je pense que c'est le cas figure. Et donc, il a besoin psychologiquement d'analyser la position. Même s'il sait qu'il a déjà fait le travail à la maison, son équipe a déjà fait le travail, il connaît la position, mais il n'a jamais joué sur l'échiquier, probablement. Je crois qu'il n'avait jamais joué cette position sur l'échiquier. Et il a besoin de sentir la position et donc de calculer, d'analyser de nouveau, de vérifier. Et de s'approprier Voilà, de sentir. Voilà, il a besoin de sentir. Mais heureusement, la position est tellement complexe que ça va lui prendre 50 minutes, quoi. Et ça, c'est un problème psychologique. Lui-même le reconnaît, et il voit pas comment corriger le problème. Il a essayé, mais il n'y arrive pas.
il l'a reconnu. Il a dit ça avec humour. Il a dit, bah, c'est comme demander à l'écho de ne plus avoir peur en jouant aux échecs. Parce que l'écho a un des gros défauts. C'est voilà. L'écho, c'est un défaut connu. Hein. Jouer avec la peur, c'est très déconseillé aux échecs. Parce que souvent, ça donne, ça fait déjouer. Hein. Et l'écho est connu pour, et s'il y a à côté, effectivement, probablement le championnat du monde contre Kramnik. Il a vraiment joué vraiment trop facile dans la dernière partie contre Kramnik. Bon, après, Kramnik a fait une super partie aussi, ce qui a pas aidé. Mais voilà, donc c'est, voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'humour. Le vieux Barat disait, quand on a peur, on ne doit pas jouer aux échecs. Oui, voilà. Non, mais c'est... Il demandait pourquoi tu as joué ça. Ben, j'ai eu peur que, quand on a peur, on ne joue pas aux échecs. Oui, non, mais c'est vrai. Pourtant, l'écho a quand même été numéro 2 mondial, il a quand même été vice-champion du monde. Oui. Malgré la peur, mais c'est un joueur plus qu'exceptionnel, l'écho. C'est monstrueux comme il est fort. Et pourtant, c'est vrai qu'il a toujours eu peur. Et des fois, ça lui arrive de jouer des coups mauvais à cause de la peur. C'est vrai. C'est pas une bonne conseillère aux échecs. Il faut faire confiance en ses calculs. Des fois, on se trompe. Ça fait partie de ce... Bah oui, mais c'est parce qu'on n'est pas fort. Mais je veux dire, la peur nous aide en rien en fait. C'est pas. Il faut rester lucide. Et c'est dur. Et quand on a peur, c'est très dur de rester lucide. Donc là, cavalier E7, bon. Donc le coup est correct, hein, c'est le coup théorique, mais voilà, c'est 50 minutes de perdu. Bon, pour l'instant, Maxime continue à réciter. H4, il y a toujours une 47. Donc là, bon voilà, il s'est mis en mode, je calcule tout ce que je fais, donc il est toujours dans sa préparation, mais il met encore 20 minutes, magique. Ah oui, c'est horrible, il va se mettre en prise de temps tout seul. Mais ça arrive très souvent à Gritchuk, hein. C'est pas de se mettre en prise de temps pendant sa préparation, c'est terrible, mais ça lui arrive presque une partie sur 3, voire entre une partie sur 3 et une partie sur 4, c'est quand même voilà. Donc un coup de chance pour Maxime, ça tombe sur cette partie. Donc Maxime, on l'a, je crois que c'est toujours la préparation, on va fou C1. Maxime très content, là pour l'instant, il a toujours pas fini sa récitation et l'autre a plus que 30 minutes. Bon là enfin il se met à rejouer un peu plus vite, c'est-à-dire qu'il réfléchit mais il fait plus d'analyse. Ce qui est surtout gênant, c'est qu'en plus non seulement il joue pas, il récite plus, mais le plus grave c'est qu'il calcule pas en fait, il analyse la position, c'est-à-dire qu'il est pas en mode je joue, il est en mode comme si il était en train de travailler chez lui quoi. Ce qui est Gritchuk. Donc là, KSC3, il a mis 3 minutes et c'est bien, parce que ça veut dire qu'il a juste calculé, il s'est pas mis à analyser la position sur toutes les coutures. Ce qui est en partie délirant. Deux tours des 3. Donc hop, Maxime, bon là, il a réfléchi une minute. C'est-à-dire là, c'est la première instruction de Maxime. Des 3. Donc là, il connaît, mais là, je pense que c'est plus sa phase de restitution. Donc là, je pense que c'est le premier coup, Maxime n'est plus dans la récitation. C'est-à-dire que tour des 3, là, je peux pas le jouer, mais bon, il a mis une minute. Il a quand même mis 1 minute 30, en fait, ce coup-là, en fait, en réalité. Donc, tour des 3, je pense que quand il prend ces 3, c'est le premier coup où il arrête, côté blanc, de réciter. Par contre, bon, le coup est quasi forcé tour des 3. Hein. Donc, même si là, l'adversaire est déjà très très mal au temps, bon, il connaît déjà la position, quand même, Maxime. Et il n'y a pas vraiment d'autres coups candidats que tour des 3. Donc, c'est vrai que ça va assez vite, 1 minute 30. C'est quand même 1 minute 30, c'est quand même énorme par rapport au précédent. Il y a 4. En plus, on peut se dire que, comme il a analysé cette ligne, c'est peu probable qu'il n'ait pas analysé les prises. Ah oui, non, mais il a de fortes chances qu'il connaisse sa position. Par contre, ce n'est plus. Oui. C'est-à-dire que ça, il connaît le tour des 3, KC3, tour des 3, il connaissait déjà. Mais par contre, il n'avait pas. C'est-à-dire que là, il est quand même plus dans la récitation. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il se souvient, mais c'est plus ce qu'il avait prévu de réciter. Parce qu'avec KC3, c'était pas le coup principal, d'ailleurs, je pense, dans son analyse. C'était pas le coup principal. Et donc là, comme KC 3, là, c'est plus sa ligne principale, donc il est plus en récitation nette. Déjà, il faut qu'il se remémore. Donc là, il fait un petit effort de mémorisation. Attends, c'est Kenya où on l'a vu, si on fait le tour des 3. Et là, il calcule quand même, il vérifie rapidement. Enfin, rapidement, donc il est minute 30. Donc c'est bien, là, il quitte. C'est-à-dire que là, il a été malin, il a quitté la phase de restitution. Donc, il s'est pas précipité. Il n'a pas non plus réfléchi trop longtemps. C'est-à-dire que le coup, à la tour est attaquée, il faut quand même réagir. Il n'y a pas de 36-15 à la tour des 3 et tour des 4, les deux coups candidats. Il se souvient en plus, là, quand même, il se souvient, c'est clairement tour des 3 le coup qu'il avait retenu. Il vérifie, ça commence, très vite, il se rend compte que c'est bien ce qu'il avait analysé. Tour des 3, c'est bien ce qu'il avait souvenir. Donc, cavalier à 4 joué. Donc, cavalier 4, c'est pas le seul coup, hein. Et cavalier 5, il y a pas mal de coups possibles sur tour des 3. Et là, donc, effectivement, cavalier 4, c'est pas le coup qu'il avait plus attendu. Donc, cavalier 4, je surprends un peu, quand même, Maxime.
Mais bon, par contre, l'adversaire a plus que 16 minutes. Donc, il est en prise de temps. 16 minutes pour 19 coups. Ça fait du 1 minute 30 par coup. C'est quand même pas un peu moins de 1 minute 30 par coup. Là, il a vraiment une prise de temps. Et en termes de, là, la stratégie de Maxime, c'est idéal. Et donc là, c'est là, en fait, il faut bien faire attention, il faut prendre son temps. C'est-à-dire que là, Maxime doit surtout, doit plus, le but, c'est plus de maintenir la pression, autant. Là, ça y est, l'adversaire est en prise de temps. Il faut essayer de trouver les coups. Surtout que la préparation s'est bien passée. Il est dans une variante où, a priori, KSC3, KA4 n'était pas la ligne principale pour son équipe. Donc, il peut estimer que c'est plutôt bon signe pour lui. Donc là, il faut qu'il trouve les coups les plus incisifs. Donc, tour F3, il a quand même mis. Donc là, il a quand même mis beaucoup de temps. Hein, il met 7 minutes, alors que si on regarde un peu sur l'évaluation de la machine, on voit bien que c'est pratiquement le seul coup candidat. C'est presque le seul coup qui soit vraiment dangereux. Cependant, il a raison, Maxime, il faut qu'il prenne son temps. Il y avait quand même, à la rigueur, tour des 4 qui était envisageable pour essayer de gagner l'attention cavalier. C'est bizarre d'avoir mis un tour des 3 pour mettre un tour des 4 après. Donc, tour F3, c'est assez naturel. Hein, avec KI prend F7 qui doit être une quasi menace avec coup prend H7. Donc vous voyez, il y a quand même des problèmes la position. Hein. La position noire est vraiment dure à tenir. Ils ont un cavalier qui est pendant à 4. Ils ont une tour H6 qui est sur le feu du coup T1. Ils ont encore un roi qui est quand même pas si à l'abri que ça. Hein. Le roi E8, il a encore quelques petits problèmes parce qu'il a le jeu sur place noire. On va le voir après. Donc c'est une position qui est pas simple à défendre pour les noirs. Donc tour F3 à jouer. Donc ici, c'est au noir de jouer. Alors, en plus, ce qui est pas agréable pour les noirs, c'est qu'il y a un tout possible ici. Hein. Il y a beaucoup de coups envisageables, roi E7, coup D5, vous voyez. Bon, après, vous voyez, KF F7 est une vraie menace. Quand même, KF F7, on voit que ça fait C4. Le fait d'attaquer la tour avec le fou. Alors, vous allez me dire, ça fait 2 pièces pour la tour. Donc, en fait, faut faire attention ici avec les noirs. C'est que, il y a pas mal de lignes où les blancs vont sacrifier le cavalier fou pour gagner la tour H6, mais gagner les pions F et G. Et résultat, le pion H4 devient juste monstrueux. Le pion H, les pions passés H et G, surtout le pion H au départ, parfois dans son capture le pion G, deviennent monstrueux parce que comme les noirs ne peuvent pas roquer, ils ont du mal à sortir la tour dans le bon. Et c'est un thème assez important auquel ils doivent faire attention. Donc, fou D5, vous voyez, il a encore mis 5 minutes pour jouer son coup, mais c'est normal, la position est difficile. Donc la tour F3 est attaquée, donc ça limite les choix des blancs. Donc tour F4, c'est le coup le plus tentant en soi. Mais là, vous voyez, là, il joue vite, mais pas non plus, il met quand même 2 minutes, plus de 2 minutes 20 pour jouer tour F4. Alors que le coup, la tour est attaquée, il faut la bouger, et F4 qui attaque le cavalier, c'est le coup le plus naturel. Mais malgré tout, il se précipite pas. Il prend son temps de vérifier les lignes pour F4. Ça, c'est naturel, c'est bien. Donc les noirs, ici, ont joué KB6. Bon, ils ont pris encore un peu de temps, 2 minutes, il a joué assez vite, parce que c'est vrai que c'est un peu forcé quand même, le calcul de vite. Là, de nouveau, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix, il a joué assez vite, il a joué tout à la fin. Donc là, par contre, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que là, il avait quand même, bon, d'un côté, il y avait quand même d'autres coups qui étaient intéressants, il y avait A4 qui était intéressant, donc et c'était A4 l'autre coup le plus intéressant, donc tour EF1. Donc là, je pense, je pense que Maxime, tour F4, avait clairement envisagé de faire tour EF1 derrière. Et là, par contre, je pense qu'il joue, pour moi, malgré tout, il aurait comme c'est quand même un peu rapide. Je pense qu'il devrait, il a 1h37. Il n'a aucune raison de continuer à jouer aussi vite. Là, il n'a pas de raison de jouer aussi vite. Il avait des coups, il y avait A4 qui se calculait, donc il n'a pas calculé A4 ici, clairement. Donc c'est un peu, pour moi, c'est pas optimum comme façon de gérer le temps à ce moment-là. C'est pas une catastrophe non plus, hein. Tour G6. Donc pour le coup, là, c'est pas une catastrophe, hein. Tour F1 est un des bons coups. Tour G6. Tour F5. Donc là, de nouveau, il reprend son temps, c'est bien. Tour F5, 3 minutes, un coup, en plus, ces coups sont pas du tout évidents, hein, pour les deux camps. C'est pour ça que j'analyse pas trop, parce que c'est vraiment très complexe, la position. Là, le chou défend très bien, fou C4, pose une question à la tour. Donc, la tour bouge, donc là, ça a été un peu plus rapide. Et là, regardez, pourtant, il va mettre énormément de temps. Alors, un coup, la tour est attaquée, et il met quand même, et là, c'est bien. Il a pris le maximum de temps, parce qu'effectivement, la tour est attaquée, donc ça limite on est obligé de quasiment bouger de la tour, mais en réalité, elle a beaucoup de cases. Elle peut aller en E1, pour soutenir le pion E, en D1, parce que la colonne D est quand même super intéressante, ou on peut rester sur la colonne F, pour garder la pression sur F7. Donc c'est vraiment 3 choix très différents, donc il a dû analyser les 3 à fond. Finalement, il a préféré tour au 1. Alors pour info, en réalité, la position, il a quand même beaucoup analysé. Hein. Pour l'instant, il est quand même aussi, il est aussi un peu sur, il se remémore un peu ce qu'il a déjà analysé en fait, hein, Maxime ici. Parce que ça, en fait, cette position-là, il l'avait déjà dans les tiroirs. Hein, ça a été confirmé après le match. Donc ce thème-là, il l'avait déjà. Donc roi E7.
on libère la tour A8. C'est important sur certaines lignes, parce que regardez, H5, c'est un des plans des blancs, tour H6. Donc en fait, là, c'était vraiment hyper important de libérer la tour A8. Sinon, le sacrifice du cavalier et du fou contre la tour H6 commençait à devenir terrible. Parce que le pion H6 tombait, et là, il faut vraiment que la tour puisse venir défendre. Donc, hop, G4. Donc là, les pions commencent vraiment à devenir dangereux, il faut que les noirs fassent attention. Là, justement, la tour s'échappe du vis-à-vis. A4, donc c'était, vous voyez, pour l'instant, Maxime commence, là, il voyait que le temps, pardon, je vais regarder le temps, mais il prend du temps, regardez, il a mis 5 minutes pour jouer H5. Donc, par contre, après, il a joué un peu vite G4, alors qu'il avait quand même E6 qui était super intéressant. Ça, j'aime moins. Là, A4, il a mis 13 minutes, très bien, il a pris son temps. Là, il prend A4, et là, un peu dommage pour Maxime, il a suivi l'idée d'A4, il a fait x3, c'est normal, c'est l'idée de x3. Son ennui, c'est qu'il n'a pas calculé d'autres coups. Alors, est-ce qu'il y a d'autres coups candidats, je sais que des coups forçants dans cette position-là pour les blancs? Enfin, c'est vrai qu'on voit le truc à côté, c'est un peu, c'est vrai que je peux pas les retirer l'évaluation, désolé. Donc, est-ce qu'il y a un autre coup forçant pour les blancs? Tour E4, voilà, tour E4, non? Voilà, tour E4, effectivement. Tour E4 est un autre coup forçant. Et là, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que Maxime ne l'a même pas envisagé, en fait. Voilà, le coup, en fait, tour E4, il n'a pas envisagé, parce qu'il a suivi son idée d'A4. Et là, il y a encore 59 minutes pour 10 coups. C'est un peu dommage de ne pas regarder les coups forçants. Normalement, on est censé prendre son temps quand l'adversaire est en prise de temps. Regardez, l'adversaire est à 1 minute 50. Donc, il est vraiment en très grosse prise de temps. J'ai 1 heure à mon temps. Et là, il joue à tempo. Alors, évidemment, c'est l'idée de A4 qui joue à 3. Il joue pas à tempo, il joue en 2 minutes. Je veux dire, il calcule pas d'autres coups fois 3. Et c'est quand même dommage. Alors que surtout, globalement, il avait plein d'autres moments de la partie avant où il avait bien fait l'effort de vérifier les autres coups. Et là, et c'est pas de chance pour lui, c'est qu'au moment où il fait pas l'effort, c'est là où il rate le gain. C'est-à-dire que x3 laisse un petit avantage à blanc, mais laisse filer le gain. C'est-à-dire que là, après, ça va être quand même une position très très dure à défendre hein, pour Ivanchuk. Ça va être un vrai cauchemar à défendre, mais il va tenir. Ivanchuk va très très bien défendre la position. Donc il va réussir à arriver à une finale nulle. Bon, une position vraiment compliquée. Bon, il va réussir à annuler la finale, mais il reste très peu de temps. Ivanchuk joue quand même très très bien en cette phase. Il a plus de temps. Il va réussir à défendre. Grichuk ou Ivanchuk? Grichuk, pardon. Grichuk, oui. Non, Ivanchuk, par contre, il est moins à l'aise. Il est moins à l'aise dans cette note. Ivanchuk aussi a beaucoup de Z notes, mais Grichuk est vraiment fort pendant son Z note. C'est assez impressionnant. Heureusement, puisque d'après ce que tu dis, il se met tout le temps en Z note. Bah, pas tout le temps, mais souvent, ouais. C'est un gros problème, ça. Une partie sur 3, quasiment. Une partie sur 3, il se met en Z note de façon stupide. Il y a des parties dans la Z note de façon justifiée, la partie de c'est-à-dire qu'il a eu des positions très complexes très tôt, mais là, il a gâché presque 1h30 sur des coups qu'il connaissait déjà. Moi, c'est invraisemblable, en fait. Enfin, c'est énorme. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc là, c'est une catastrophe. Mais par contre, c'est vrai qu'après, il est super fort en face de Zetnos. Il joue et vraiment, il est assez impressionnant. Il a un grand sang-froid. Il n'y a aucun problème sur cette note. Bon, par contre, là, c'est dommage. Donc, effectivement, dommage que là, cette partie-là, pendant très longtemps, il avait vraiment c'était vraiment une partie d'école sur la gestion du temps. Hein. Il s'était pas précipité, alors son adversaire avait très peu de temps, il continuait à jouer calmement, il continuait à prendre, il avait plusieurs et là, étrangement, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Il avait déjà eu un autre moment où il avait joué son plan. Et c'est la deuxième fois. La première fois, ça n'a pas été trop grave, mais là, malheureusement pour lui, le fait de ne pas avoir calculé tour 4. Donc, alors, tour 4 était très compliqué. Hein. Même s'il avait calculé, c'est pas sûr qu'il devait jouer, parce que les gains sont vraiment pas simples. Parce que là, le gain que met la machine, il est assez simple, c'est vrai. La voyation en suit. Voilà, le cavalier est attaqué. On rentre. En fait, on va rentrer sur la 7ème, et c'est un vrai cauchemar pour les bons. C'est le pion H, on voit que le pion H est monstrueux. Donc là, on peut se dire, mais c'est terrible. Sauf qu'en fait, c'est pas la ligne il y a des lignes beaucoup plus problématiques. Parce qu'en fait, la ligne à base de B5. B5, oui. La ligne à base de B5, ici, ne me propose pas. Non, tour 4. Alors, excusez-moi, c'est vrai que sur cette. Bon. En fait, sur B5, il faut sacrifier la tour en C4, qui est vraiment n'a rien d'évident. Suite x3 échec avec une attaque terrible. Bon, là, il y avait des suites très très complexes, en fait. Parce qu'en fait, on prend C4, on prend F7. En fait, il se trouve, le plan, en fait, sur B5, c'est qu'en sacrifiant un C4, on met le fou à 3, on prend F7 avec la tour. Ensuite, grâce au contrôle de E7, s'il va
exemple E8, on peut faire tour E7, suite cavalier E6. C'est vrai qu'on arrive à mettre la tour en E7, le cavalier en E6, on gagne le pion G7, et en fait, le roi empêche la connexion entre les deux tours, et le pion H est trop fort. Voilà, c'est le cavalier avec en jeu, donc ça gagne. Mais c'est facile à dire, c'est pas si simple à calculer, en fait. Malgré tout. Même s'il avait embêté chez le tour E4, c'est pas sûr qu'il ait joué. Mais le seul reproche que je lui donne, c'est que il a 1 heure à la pendule, et il n'envisage pas tous les coups forçants. Alors que d'habitude, c'est un de ses points forts, d'habitude d'envisager toujours tous les coups forçants, à Maxime. Et là, étrangement, il va faire un peu comme Carson fait des fois. C'est un des rares défauts de Carson, de rester complètement dans son plan, de pas être opportuniste. Ça lui arrive. Encore des fois, il sait faire trop d'opportunisme, mais ça lui arrive aussi à Carson de vraiment rester complètement dans son plan et de pas vérifier de coups. Et là, un défaut qui d'habitude n'est pas ça lui arrive aussi à Maxime, mais c'est plus rare que chez Carson. C'est par exemple quelque chose qui arrive quasiment jamais à Caruana ou à Dingiron. Ils sont beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils vont tendance à toujours vérifier les coups forçants, même quand ils ont fait un plan. C'est très rare que Caruana élague complètement les lignes à caractère forçant. Sauf s'il a plus de temps à pendule, bien sûr. Mais avec le temps à pendule, que ce soit Dingiron ou Fabiano Caruana, il vérifie presque, quasi systématiquement tous les coups forçants. Ils sont d'une rigueur très forte à ce jeu-là. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire que Magnus et Maxime sont un peu plus instinctifs en termes de jeu que Caruana ou Dingiron. Ils sont plus rigoureux. Mais des fois, ça peut aussi avoir des avantages d'être instinctif. On gagne du temps à la pendule. Et là, par contre, c'est sans doute ça qui a fait qu'il a laissé échapper le gars. Et c'est dommage que, franchement, quand j'ai suivi la partie en direct, je pense c'est génial, ça va être une partie modèle parce que tout se passe. Maxime gère vraiment très bien le temps. Il prend son temps au bon moment. Il se précipite jamais. C'était nickel. Et au moment critique, c'est là. Bon voilà, c'est la deuxième fois dans la partie qui joue un peu vite. Mais alors la première fois, ça n'avait pas eu d'incidence. La deuxième fois, ça laisse échapper le gars. C'est un peu dommage. Et si jamais il ne se qualifie pas au candidat, il pourra. Alors, ce qui m'étonne le plus, en fait, bon, ça peut arriver de se précipiter, c'est qu'il regrette pas. C'est que après la partie, il était pas plus gêné que ça d'avoir joué rapidement à 4 fois 3. Qui, bon, pour moi, est une erreur, mais peut-être qu'il a fait une erreur dans un calcul de x3 où il a cru que x3 portait le gain. Non, x3, il avait vu que c'était favorable au blanc, mais il n'avait pas vu de gain. Il estimait que c'était favorable, mais après, dans la position, il a aucune il peut penser qu'il est pas, il a aucune raison de croire qu'il est gagnant en passage. Mais c'est souvent une des sources d'erreur les plus importantes, c'est de jouer un coup en le surestimant. Oui, voilà. Et je dis ça, c'est évident, et on surestime le coup, on sous-estime la défense. Voilà, effectivement, là, c'est une erreur de calcul, effectivement, ça qu'on pense qu'on est gagnant. Et effectivement, là, ça arrive. Si on pense être gagnant, oui, si on s'est trompé dans le calcul et qu'on a cru qu'on était gagnant, c'est normal de le jouer, je veux dire. Mais là, quand il calcule x3, il estime être bien, mais il estime pas être gagnant. Donc, il aurait pu envisager d'autres coups. Et il l'a pas fait parce que, et là, il a pas d'explication, en fait. Il l'a pas fait parce qu'il pensait pas qu'il y avait d'autres coups, en fait. Voilà. Il l'a pas fait et, en fait, il n'a pas de bonne raison pour qu'il l'ait pas fait. Parce que x3, il a bien vu que ça gagnait pas. Il a vu que ça mettait quand même belle pression noire, mais en fait, il a juste voulu, justement, essayer de continuer à mettre la pression autant, alors que normalement, non, quand l'adversaire est si mal autant, le but, c'est pas de lui mettre la pression. Il est déjà en pression. Le but, c'est de jouer. Et est-ce que dans un cas comme ça, oui, on se dit pas, je suis mieux autant, donc il vaut mieux que je joue des coups solides plutôt que de prendre des risques avec un sacrifice de qualité? Non. Alors, bon, je vais pas prendre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas envie de prendre de risques, mais on va calculer. C'est-à-dire qu'on va pas. Si je sacrifie ma qualité, c'est sûr que je vais pas faire. Si je suis mieux autant, je vais pas aborder ma position. Le sacrifice. C'est-à-dire que si je joue le sacrifice de qualité, c'est qu'il a calculé que ça marchait. On est d'accord. On a le temps pour le calculer. Là, on ne peut pas. Alors évidemment, c'est vrai, je suis d'accord. Ce serait dommage de faire un sacrifice spéculatif dans cette position. C'est-à-dire que on a le temps pour calculer, donc on n'a aucune raison de jouer des coups spéculatifs. Donc effectivement, si j'avais le choix entre une ligne avec un sacrifice spéculatif ou une ligne où j'ai un léger avantage avec x3 échec, c'est certain qu'on choisit x3 échec. Donc, ce qui fait que même s'il avait calculé tour 4, s'il n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout des calculs sur le sacrifice de qualité, c'est-à-dire que s'il n'avait pas réussi jusqu'au gain, s'il avait juste été une position intéressante mais pas claire, il aurait pu choisir x3 de façon tout à fait
logique. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec toi, Gérard. Effectivement, si dans les calculs, tu vois que tu dois sacrifier la qualité avec tour 4 et que tu n'arrives pas vraiment au bout des calculs, tu vois bien que tu as une position super intéressante, mais c'est pas sûr qu'elle soit vraiment meilleure que x3, bah oui, x3, dans ce cas-là, autant jouer la position avec le matériel équilibré. Surtout que tu as encore l'espoir de gagner autant aussi, donc c'est dommage de prendre un risque de perdre, alors que tu peux jouer une ligne où tu n'as aucun risque de perdre, en fait. Et où les chances de gain, si les chances de gain sont pas vraiment meilleures dans notre cas, il n'y a pas de raison de le faire. Surtout que la ligne avec sacrifice de qualité, c'est que des coups forçants quasiment. Donc ça donne beaucoup de coups gratuits à l'adversaire, la ligne avec tour 4, alors que la ligne x3 est beaucoup plus... elle est assez retorse aussi. Donc clairement, si on voit pas jusqu'au gain avec tour 4, c'est possible, hein, parce que c'est quand même très compliqué. Donc il aurait pu calculer tour 4 et finalement jouer x3 au bout de 10 minutes. C'est-à-dire qu'il aurait pu réfléchir 15 minutes, ne pas réussir à aller jusqu'au gain avec tour 4 et choisir x3. Alors ça a donné le résultat, ça aurait donné nul, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique. Il n'y aurait pas eu d'erreur de gestion de temps, je veux dire. Il aurait pu. L'ennui, là, ce qui me gêne, c'est qu'il avait largement le temps pour calculer les deux coups et qu'il n'a pas fait, parce qu'il a même pas essayé d'envisager un autre coup, alors qu'il avait 1 heure à la pendule et que l'adversaire était en prise de temps. C'est-à-dire que si l'adversaire n'était pas en prise de temps, c'est-à-dire que s'il était juste à 20 minutes, c'est-à-dire qu'il est mal au temps, mais pas en crise de temps, là, on peut essayer de mettre la pression au temps, c'est-à-dire qu'on fait x3 rapidement, parce qu'on espère le mettre en crise de temps. Et là, on pourrait espérer, et après, ça c'est vrai. Mais par contre, c'était pas le cas là. Là, il était déjà en prise de temps, son adversaire vraiment une grosse prise de temps. Et lui, il avait vraiment beaucoup de temps. Donc, il aurait parfaitement, il pouvait utiliser son temps. En fait, là, il a pas profité du temps qu'il avait. En fait, c'est vraiment dommage. Après, bon, c'est des choses qui arrivent. En soi, on peut manquer de lucidité dans une partie, il y a aucun problème. L'ennui, c'est que ce qui me choque le plus, c'est qu'à la fin, après la partie, il considérait qu'il n'y avait pas, il n'a pas estimé avoir fait une erreur en fait. Et ça me gêne plus. Mais bon, après, je sais pas après si depuis il a changé son point de vue ou non. Je connais pas Maxime. Donc, mais à l'interview d'après partie, j'étais un peu étonné qu'il n'ait pas de regrets sur le fait d'avoir joué si vite ce coup-là. Voilà. Alors avant, il avait plein de coups, il avait bien réfléchi. Donc c'est ça qui m'étonne le plus. Donc voilà pour la gestion agressive. Bon, alors évidemment, la gestion agressive, le petit problème, c'est que pour la plupart des joueurs, ça ne nous concerne pas. Hein. Globalement, il y a très peu de joueurs qui ont des préparations théoriques suffisantes pour pouvoir faire une gestion agressive. C'est pas mon cas, par exemple. Et je connais peu de joueurs qui peuvent se permettre une telle gestion du temps. Donc, en général, sur les gestions systématiques, on va plutôt faire des gestions conservatives où le but, ça va être d'éviter de se retrouver très mal au temps. Excusez-moi, j'étais un peu long sur le... Donc, une gestion conservative. Donc, alors, par contre, les gestions conservatives, ça implique un prérequis important, c'est d'avoir une méthode de calcul. Sinon, on peut pas avoir de méthode de gestion de la pendule si on n'a pas de méthode de calcul derrière. C'est-à-dire que si on calcule de façon instinctive, forcément, la gestion du temps sera instinctive aussi. On peut pas faire les deux en fait. C'est-à-dire que l'un, c'est requis. C'est-à-dire qu'il faut avoir avoir une vraie méthode de calcul. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est même la majorité des gens, en général, n'ont pas de vraie méthode de calcul. Ils ont en grosso modo, ils savent à peu près comment ils calculent, mais c'est pas très bien, c'est pas vraiment défini de façon hyper rigoureuse. Donc là, je vais donner un exemple. Alors d'une méthode du calcul très simple, hein, c'est les coups forçants dans un premier temps. On essaie déjà de voir si les coups forçants nous donnent une solution, c'est-à-dire que échec prise menace. S'il n'a pas de solution, on passe à différents outils. Donc dans l'ordre, donc d'abord les fondamentaux, donc les principes fondamentaux, donc sécurité du roi, le centre, le développement, le matériel, le centre et le développement. Donc des fois, après avoir fait les coups forçants, déjà, souvent ça réduit un peu le champ des coups possibles. Les fondamentaux souvent nous donnent, c'est pas rare que les fondamentaux nous donnent le coup à jouer, nous donnent un coup. Des fois, ça suffit pas, donc faut souvent utiliser d'autres techniques. Donc la planification, alors c'est pas des plans à long terme. Hein. Là ici, planification, c'est ce qu'on appelle les micro-plans, c'est-à-dire je repère une case clé, je repère une faiblesse adversaire, je repère une faiblesse de mon camp que je peux essayer de corriger. Donc et j'essaie de trouver un plan très court pour soit réduire, éliminer ma faiblesse, soit fixer la faiblesse chez l'adversaire, soit obtenir la case clé, soit empêcher l'adversaire d'obtenir la case clé. Voilà, donc là c'est des micro-plans. Souvent, en fait, entre les coups forçants, les fondamentaux et les micro-plans, en général, on trouve un coup. Hein. C'est très rare que ces trois trucs-là ne donnent pas le coup à jouer. Alors, il existe des positions qui sont
horriblement compliqué au niveau combinatoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à même à faire tous les coups forçants. Et les microplans n'aident pas. Et donc, des fois, il faut effectivement calculer très longuement. C'est-à-dire que ça va au-delà du calcul rapide. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire vraiment toutes les lignes, de faire l'arbre. C'est très, très fastidieux. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est le troisième outil. Et enfin, il existe un dernier outil qui s'appelle la projection. Donc là, c'est-à-dire qu'on va... En fait, dans une position donnée, en fait, les coups forçants, les microplans et même les calculs assez longs ne nous donnent pas vraiment le coup à jouer. En fait, on n'a pas d'idée. Et donc, on va essayer d'imaginer, à partir de la position, on va essayer d'imaginer des positions qui seraient souhaitables pour nous. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment, mais vraiment très loin, à très long terme, 10, 20 coups. On va essayer d'imaginer est-ce qu'il y a des positions qui seraient intéressantes, des transformations de positions qui seraient intéressantes pour nous. Et donc, on essaie de voir, donc, c'est de faire ces projections. Et après, on essaie de voir si c'est possible d'atteindre cette projection idéale. Alors, en pratique, hein, il faut bien se rendre compte que la projection, c'est un outil qu'il faut, généralement, faut pas utiliser. Parce que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Donc, la plupart du temps, moi, je l'utilise de temps en temps. Et globalement, objectivement, des fois, ça m'a été utile. Mais plus généralement, ça m'a coûté des parties. C'est-à-dire que la projection, parce que c'est très dur de savoir à quel moment il faut l'utiliser. En fait, en général, c'est quand, en calculant les coups forçants, en cherchant des microplans, et même en calculant longuement, on est perdant dans toutes les variantes. Là, effectivement, essayer de faire une projection pour trouver un miracle, ça peut justifier. Je sais qu'il y a un autre cas de figure où les projections peuvent être marrantes. Ah oui, l'autre cas de figure, justement, c'est que l'adversaire est en prise de temps, j'ai beaucoup de temps, et j'ai pas trouvé de coup vraiment pénible. C'est-à-dire, j'ai rien trouvé d'intéressant. Là, effectivement, si j'ai vraiment beaucoup de temps, et que toi, t'es mal au temps, et que la position, j'ai au moins l'égalité, je veux dire, ça que j'ai pas trop de risque, là, ça peut voir le coup de dépenser énormément de temps pour essayer de trouver quelque chose de vraiment horrible, qui pas forcément gagnant, mais qui peut vraiment lui poser une question qui sera difficile à répondre. Donc là, c'est un des rares cas de figure où la projection est utile. Mais globalement, c'est très très rare. Hein. Je pense qu'une fois RT sur 10, c'est justifié d'utiliser la projection. La plupart du temps, c'est une erreur. Pareil, est-ce que la position qui tend désespérément vers la nulle alors qu'on veut absolument gagner, c'est pas un autre cas où on peut essayer de faire ça? Alors effectivement, si effectivement, si tu, par exemple, dans un match par équipe ou dans un tournoi où tu as un objectif où la nulle revient à une défaite, et effectivement, si tu n'as rien trouvé, effectivement, ça peut justifier. Bien vu. Effectivement, s'il faut trouver quelque chose, donc ta projection des fois permet de trouver des idées vraiment très surprenantes. En général, ça marche pas en plus, parce que comme c'est très très loin, en général, on peut pas. En fait, c'est très rare qu'on puisse vraiment forcer la projection à arriver. Mais bon, ça peut quand même poser des vraies questions à l'adversaire et ça peut des fois. Effectivement, j'ai une victoire. Alors, effectivement, pour le coup, j'ai une victoire grâce à une projection comme ça. Mais en fait, sauf que la projection, pour le coup, j'avais le temps. Typiquement, c'est le cas que je viens de dire. En fait, c'est le cas où j'avais beaucoup de temps, l'autre était moins bien au temps. J'ai pu vraiment aller très loin sur la projection, qui donnait rien en fait. Elle était très facile à défendre, mais comme j'ai pu le voir très avant, j'ai pu la cacher et l'adversaire, au bout de 40 coups, ne l'a plus. J'ai enfin créé la menace 40 coups après l'avoir vu. Et effectivement, l'adversaire était un peu dépité. Ça faisait quand même 20 coups qu'il jouait. Il pensait que je jouais sans raison. Quoi. Et donc, il s'est fait piéger. C'est assez rare. Mais j'ai plein de parties que j'ai perdues à cause de ça. Hein, dans des projections, ça prend trop de temps. Donc, vous voyez, là, en gros, la voilure dit qu'en fonction du temps qui me reste, quels sont les outils que je dois utiliser. C'est-à-dire que si, là on parle dans les types où où je suis à 30 secondes par coup en fait, s'il me reste, en plus des 30 secondes, en plus d'une minute, regardez, donc en fait, en gros, si en plus de 2 minutes par coup en moyenne, il me reste encore 35 minutes de jeu, je peux encore faire une projection. Une projection, ça prend 30 minutes à peu près, hein, en termes de calcul, c'est horrible. 30 minutes, donc voilà, là j'ai le droit de le faire. Mais si j'ai moins que ça, là j'ai plus le droit. Les calculs complexes, en général, qui prennent moins de 30 minutes, qui prennent plus de 15 minutes, là, l'idée, en fait, il faut au moins que j'ai 2 minutes par coup. Mais si, en plus de 2 minutes par coup, il me reste encore plus de 15 minutes, j'ai le droit. Et sinon, là, la méthode dit, j'ai plus le droit. C'est-à-dire que, même si la position est très complexe, il faut que je me serve que des deux premiers outils. Vous voyez, en fait, j'ai une méthode là, j'utilise, donc, c'est une méthode qui existe, qui a l'avantage d'être par strat, c'est-à-dire des techniques qui sont plus ou moins gourmandes en temps. Et en fonction du temps qui me reste, je sais quels sont les outils que je dois utiliser. Et donc, s'il me reste en moyenne 2 minutes par coup, je sais que je dois me contenter du calcul des coups forçants et des fondamentaux. Je peux même plus faire de micro-plan.
Voilà, et au moins comme ça, je suis sûr de jamais être réellement mal au temps. C'est-à-dire que je vais jamais changer ma façon de réfléchir. Je vais toujours utiliser la même façon de réfléchir. C'est juste il y a des outils que je n'utiliserai pas dans certains cas de figure. C'est une façon, voilà, c'est une façon très simple d'éviter d'être mal au temps en fait. Mais par contre, ça implique d'avoir une méthode très rigoureuse de calcul et de la respecter. Et là, bien sûr, quand on fait une méthode comme ça, la phase de restitution doit être calme, parce que sinon, après, la coupure entre la phase de restitution et le début où on commence à réfléchir est vraiment trop lourde si on n'est pas dans la partie. Donc, c'est vraiment, ça coûte, vu qu'on ne cherche pas à gagner autant, ce serait dommage de se prendre quelque chose d'aussi compliqué. Alors, donc on va donner un exemple de gestion conservative. Alors, ce qui est amusant, c'est que cet exemple-là, donc stop. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, c'est plutôt une gestion spécifique. Mais elle ressemble tellement à une gestion conservative que je l'ai mise. Donc, on retourne au cours. Voilà. Hop, partager. Excusez-moi. Donc, la partie donc, j'ai une partie contre Oleg Zigora. Donc, alors, là, j'avais pu me préparer avant la partie contre Oleg Zigora. J'avais pas de partie en base, hein. À l'époque, j'avais pas de base de données. Par contre, j'avais pu observer, c'est la dernière ronde du tournoi, donc j'avais pu le voir jouer pendant tout le tournoi. Ces parties avaient toujours suivi le même schéma. En gros, Oleg avait des problèmes extra échiquiens, donc il n'était pas du tout dans le tournoi. À chaque fois, ses ouvertures se passaient très très mal. Alors, le début de partie, il était très mal, il perdait du matériel. Et à chaque fois, il piégeait de la même façon ses adversaires. C'est-à-dire qu'il proposait, à un moment donné, une transposition finale. C'est l'adversaire qui liquidait, qui était tout heureux de liquider pour rentrer en finale avec du matériel d'avance. Et dans une finale, en fait, qui était horriblement complexe, alors qu'au début, le milieu de jeu était juste très favorable pour l'adversaire de Oleg. Et donc, il a réussi à retourner toutes ses parties de la même façon. À chaque fois, il proposait des finales qui n'étaient pas forcément bonnes pour lui, mais qui étaient beaucoup plus équilibrées que les positions de milieu de jeu qu'il avait avant. Et en plus, en général, les adversaires étaient soulagés de rentrer dans cette finale. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai liquidé, j'ai un pion d'avance, une qualité d'avance, 2 pions d'avance. Et c'était serein. Alors qu'en fait, c'est les moments de la partie où il a eu plus de danger. Et malheureusement pour eux, comme ils ont pris beaucoup de temps en plus pour liquider en général, ils ont plus de temps. Et en plus, ils sous-estiment le contre-jeu adverse. Donc à chaque fois, ils se sont fait contrer. Donc j'avais ça en tête. Donc, je m'étais dit que je connaissais pas son ouverture, mais comme lui, clairement, il s'était pas préparé contre les autres, je pensais qu'il s'était pas préparé contre moi, donc je pouvais jouer mes ouvertures habituelles. Donc je savais que mon ouverture allait être naturelle, je n'avais pas besoin de changer grand chose. Et il fallait juste que je sois attentif dans l'ouverture, il avait de bonnes chances qu'il fasse une erreur. Il en a fait sur les 6 parties précédentes, donc j'avais de bonnes chances qu'il en fasse une quand même. Bon, après, c'est pas certain, mais il fallait que je sois attentif. Et surtout, après, il fallait que je fasse attention. À chaque fois qu'il me proposerait de rentrer en finale, il fallait quand même que je vérifie. C'est-à-dire que là, et surtout, que j'essaie de garder un maximum de temps pour la finale. Donc, j'essaie de pas me retrouver mal au temps. Donc, c'est clairement une gestion conservative du temps. Et donc, pour vous donner un exemple, ici, on a tout ça. J'ai pas joué à tempo, alors que cette position-là, j'avais déjà joué une bonne dizaine de fois. Cette position-là, je ne m'arrêtais pas de la jouer à ce moment-là. C'est ce qu'on me jouait le plus souvent. Et pourtant, là, j'ai pas joué à tempo. Hein. J'ai pas joué lentement, mais j'ai dû mettre, en gros, entre 15 et 45 secondes par coup. Alors que la position, j'avais déjà joué plein de fois. Là, 5, KE 4. Donc à ce moment-là, je jouais H3. Je n'ai pas forcément un très bon coup d'ailleurs. Mais... Dame B6, fou D3. Alors c'est marrant, c'est que cette position-là, en fait, j'avais déjà joué plusieurs fois. Elle était déjà aussi en base, alors que la position est fausse. Ici, les noirs jouent et gagnent. Je sais pas si vous le voyez. Les noirs jouent et gagnent du matériel ici. C'est assez amusant parce que c'est. Ce qui est marrant, c'est que ça avait été déjà joué plein de fois, mais c'est avant l'ère informatique, donc. Alors cavalier prend E5 marche. Alors cavalier prend E5. Cavalier prend E5, c'est assez intéressant parce que c'est hyper compliqué. Je crois qu'il y a fou prend E4 qui est fort sur cavalier prend E5. D'accord. C'est pas cavalier B4. Alors cavalier B4. Alors cavalier B4, effectivement, cavalier B4 est intéressant parce que cavalier B4, si jamais je suis gourmand, hop, il y a du fou F5 qui arrive et c'est douloureux pour les. C'est pas facile. On va tour 2, mais c'est quand même une position. Là, je suis d'accord que c'est au. Je pense pas que. Alors, je vais vérifier avec la machine, mais je pense pas que les noirs soient mal. Ah si, la machine dit quand même. Putain, j'aurais cru que c'était bon pour noir. Tu vois, je me serais fait avoir. Parce que ça avait l'air bon. Après, la machine met que 0,5, mais quel tour d'avance. Donc voilà. Bon, par contre, c'est pas gagnant pour noir. Mais je pensais que c'était moins égal pour noir. Si on applique les principes, c'est pas cavalier prend F2 ?
Alors, cavalier prend F2, alors effectivement, on essaie de calculer les coups sortants. Cavalier prend F2, roi prend. Et ensuite, Bah, soit fou prend 5. alors fou prend E5. Ici, alors ici, question est possible. C'est vrai que c'est pas évident, la fou prend 5, c'est compliqué la position. Imaginons qu'on joue cavalier prend. Bah, dame prend D4. Dame prend D4. Donc ici, alors on va. Ah oui, il y a fou E3. La Ouais. fou 3, ouais, 4 fou 3. On peut faire dame prend B2. Ah oui, dame prend E2 ou dame prend E5, ouais. Ouais, ça, Et dame prend E5. Donc prendre 5 fou H6 n'est pas possible, non. F6, ouais. Mais là, malgré tout, donc ça donne quoi? Il y a quand même pas mal de pions, c'est vrai, il y a quand même pas mal de pions. C'est pas si clair la position. Il y a pas mal de pions. Mais il y a un coup qui est plus clair que ça, parce que là, quand même, les pièces blanches jouent beaucoup, celle-là. Alors, est-ce qu'il y a plus simple pour les blancs? Cavalier prend F2, hop. Donc, vous voyez, donc, il regarde un peu ce qu'on a regardé. Alors, il préfère cavalier prend E5. Sur fou prend, alors, sur fou prend, il fait cavalier C3. Ok. C'est-à-dire qu'il donne le deuxième pion, mais il estime qu'il n'y a pas assez de jeu pour les noirs. Ok. Donc, bon. Cavalier prend F2, donc, intéressant, hein, effectivement. Mais ça tient pour les blancs. Bien vu, hein, bien, cavalier prend F2, c'est un coup autant, hein, parce que il y a quand même, en fait, il y a quand même beaucoup de faiblesses, hein. Il y a le pion D4 qui est faible, le pion F2 est fragile, et la diagonale est terrible pour le roi blanc. Donc, effectivement, c'est ces thèmes-là. Et il y a un coup. Alors, il y a peut-être F5 ou F6. Alors, F5, F6, c'est correct, hein, mais il y a plus fort. Il y a un coup plus. Essayez d'ouvrir la colonne F, voilà. F6, c'est un bon coup, hein. F6, c'est un bon coup positionnel. L'ennui, c'est qu'il y a vraiment plus fort ici. Ici, il y a un coup qui donne un avantage vraiment net. C'est un gain matériel, en fait. Qui est léger, mais qui est suffisant. Vache. Mais franchement, le coup, bien sûr, à l'époque, bien sûr, je le calculais, mais je pensais pas que le coup était gagnant, était favorable au noir. Mais bon, par contre, maintenant, les machines, c'est une seconde, elles disent tout de suite que le coup est favorable au noir, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que ça a été joué même par des joueurs d'assez bon niveau. Je pense qu'il y a des maîtres qui ont joué cette position-là à côté blanc et noir. Et qui n'ont pas joué le coup noir décisif. C'est marrant, hein, mais bon, c'était avant les machines, hein. Donc, là, bizarrement, on se trompait sur le calcul. En fait, le pion est vraiment en prise, hein. On peut le prendre, alors, on peut le prendre. On peut le prendre. Alors, bien sûr, la pointe, c'est fou prend E4, qui gagne le cavalier D4. D prend, cavalier prend. Mais, sur le clouage, de façon étonnante, il n'y a pas vraiment de solution. C'est-à-dire que, si je fais fou E3, bah, fou prend E5 est vraiment pénible. Là, j'ai pas de moyen de sauver le cavalier. Donc, là, je perds, hein. Je peux plus le protéger. Donc, il y a 3 attaquants, 2 défenseurs, j'arrive pas à rajouter de défenseurs. Le plus amusant, c'est sur tour prend E4. Ici, sur tour prend E4, bon, on se dit, bah, ça y est, je protège tout. Mais en fait, tout simplement, on profite du clouage du cavalier pour mettre le fou en F5, et la tour a du mal à rester dans de bonnes conditions, parce qu'en F4, la fou prend 5, donc il faut aller jusqu'en H4, ce qui est quand même horrible. Et là, bah, je pense que même fou prend E5 est déjà très pénible. Mais bon, voilà, parce qu'il y a des petits problèmes sur B2. Voilà, la position est juste intenable pour les blancs. Ça va pas pour blanc. Donc ça perd en ligne en fait. Cavalier prend D4 et a un avantage énorme. C'est un pion gratuit en fait. Voire 2 parce que le pion 5 est fragile. Donc cavalier prend D4, donc c'est marrant, hein, c'est l'aveuglement qui c'est une position qui était connue. Bon, voilà. Bon, ça n'a pas été joué au plus haut niveau par contre cette position-là. Je pense qu'il l'aurait vu. Mais à un niveau assez élevé, et on n'avait pas bizarrement on se trompait. Donc fou F5 d'ailleurs, mon adversaire qui est quand même futur maître, il n'était pas encore maître à ce moment-là. Voilà, il allait devenir peu de temps après, 1 ou 2 ans plus tard, il serait maître. Bon, maintenant il est décédé, hein, Alex Zigora par contre. Il est mort assez jeune. Il est devenu maître tardivement, il est mort assez jeune par contre. Donc là, G4, fou 6, c'est la suite assez normale qu'on a fait cette position. KC3. Donc là, alors, bon, ici c'est raté. Tu avais raison, hein, F6 c'était un bon coup, donc c'était la tour. Étonnamment, c'était la tour A qui peut venir ici, parce que comme ça, F6 aurait été plus fort. Là, c'est un détail. Caille A4, Dame A5, fou F4, et voilà. Bon, la fameuse erreur, bon, elle est compliquée cette erreur, mais bon, voilà, il joue un coup qui n'est pas très correct. Par contre, là, ça demande beaucoup de calculs, donc là, je réfléchis un petit peu. Je réfléchis longtemps, mais pas trop non plus. Hein. J'essaie de jouer assez vite, parce que je sais que ça va être la finale qui va être dure. Donc je vérifie, hein. Donc j'avais quand même vérifié mes calculs.
Voilà. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, ça marche pas pour les noirs. Ça joue pas à grand chose, mais ça marche pas. Donc là, je reste avec la pièce de plus. Cependant, la position est quand même complexe. Donc là, alors de façon marrante, je vois une transposition en finale. Donc, mais malgré tout, j'ai un peu. Mais donc là, je réfléchis longtemps. Hein. Je réfléchis longtemps pour vérifier que la finale est correcte, parce que j'ai pas envie de me trouver dans une finale horrible. Mais finalement, je me rends compte qu'elle est OK. Donc je rentre en finale. Et hop, voilà. Et ce qui est pas simple, hein, parce que les deux fous sont monstrueux. Hein. J'ai quand même, parce que j'ai une qualité de plus, j'ai tour cavalier pour deux fous, mais deux fous c'est quand même énorme. Hein, donc, mais j'avais calculé loin en fait. C'est-à-dire que j'avais quand même calculé que KSC5 marchait plutôt pas trop mal. Car tour D1 c'était la pointe, hein, sa force échange d'une paire de tours, ce qui est très pénible hein, pour les noirs. Et là, surtout ce qui est important, c'est que fou prend B2 n'est pas très jouable à cause de tour O2. Allez, fou prend B2, tour O2, fou D5, tour prend B2, protège le cavalier. C'était la pointe que j'avais vue lorsque j'étais rentré dans la finale, en faisant dame 2. Donc là, c'est ce que j'avais calculé. Donc, vous voyez, j'ai quand même calculé assez loin. Hein. Et heureusement, j'avais du temps pour le faire. Et donc, là, par contre, malgré tout, ici, je me dis pas que c'est fini. Hein. Ici, la finale favorable, mais je vais continuer là, je vais jouer très très lentement tous les coups. Hein. À partir de là, bon, c'était toute la séquence jusqu'à roi F8, c'est ce que j'avais calculé. Là, j'ai commencé à calculer comme un malade hein, encore. Donc, Caille 5. Donc, l'idée de Caille 5, c'est qu'au Caille, il n'y a pas beaucoup de cases. Hein. Vous voyez, mon cavalier. Ici, c'est pas vraiment génial. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. A5, c'est pas joli. D'accord. Mais en A5, j'avais vu que je pourrais pousser B3, qui menace d'enfermer le fou. Ça menace d'enfermer ce fou-là, quand même. Et donc, le cavalier aura une bonne case en C4. Donc voilà. Donc c'était, donc j'étais assez content. A5. J'ai quand même vérifié longtemps pour vérifier que ça marchait. 5. Et fameux B3, qui permet de remettre le cavalier en jeu. F3, attaque la tour. 2, H5, ça c'est pas mal vu. Prise. Vous voyez quand même, les noirs ont réussi, c'est pas négligeable. Hein. Ici, par attention, les noirs ont créé un monstrueux pion candidat. Ce pion, il est devenu vraiment très très fort. Il est soutenu par deux fous. Ce pion est un monstre. Hein. Ici, les blancs doivent faire attention. Hein. Là, je calculais quand même malade hein, sur cette position-là. En fait, la grosse différence par rapport aux deux parties d'avant, en fait, ça a été le même schéma que les parties qu'il avait joué jusqu'à maintenant, Oleg. La seule différence, c'est que la plupart des joueurs qui étaient dans ma situation pensaient que la position avec qualité de plus, ils estimaient que ils avaient fait le plus dur. Alors que moi, j'estimais que là, au contraire, c'était le moment qui serait, à juste titre, qui serait vraiment le moment très difficile. Et donc, résultat, là, et bon, heureusement, je me suis pas trompé dans mes calculs. Et malgré le pion F monstrueux, j'ai vu que j'arrêtais, et voilà. Et donc, au 40e coup, là, je reprends mes 30 minutes et Oleg abandonne. Donc là, la gestion du temps, c'est pas précipité en ouverture, mais j'ai joué assez vite l'ouverture. La première grosse réflexion, c'est quand il a fait son erreur, j'ai ça. Première grosse réflexion. Ensuite, après, j'ai défilé les coups. Hein. Et la deuxième grosse réflexion, c'est l'entrée en finale. C'est-à-dire que là, c'était une deuxième grosse réflexion. Mais j'ai fait deux grosses réflexions, mais il me restait quand même beaucoup de temps. Ce qui m'a permis, après, de pouvoir jouer. Surtout que là, j'avais calculé assez loin. Hein. J'avais calculé jusque-là, quand même. Donc, voilà. Et là, vraiment, sur roi F8, là, j'ai fait une grosse, et là, quasiment à chaque coup, j'ai réfléchi comme un malade, parce qu'il restait combien de coups? Il reste 13 coups à jouer, il me restait plus d'une heure à la pendule, donc là, j'ai dépensé 5-6 minutes par coup, quasiment à chaque fois. Là, j'étais très, 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 très prudent. J'avais une position très favorable, tour cavalier contre deux fous, quand même position dangereuse, hein, bon, pour l'instant, il n'a pas de pion passé, mais dans la partie, il va réussir à créer un pion passé. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer un pion passé, donc c'est bien dangereux. Et malgré tout, j'avais réussi à voir comment le développer au 3. Donc gestion là j'avais donc ça ressemble vraiment à la gestion conservative du temps, sauf qu'en fait ça avait été préparé spécifiquement contre lui. Là on n'aura pas le temps de voir la partie suivante, mais la partie suivante là c'était vraiment une gestion spécifique, c'est-à-dire que si on regarde, excusez-moi, hop, les méthodes, hop, on tourne sur l'onglet méthode. Voilà. Donc la gestion spécifique, ça peut arriver. C'est-à-dire quand on connaît le joueur, ça peut changer beaucoup de choses. Maker Kotonek, c'est un joueur qui est très fort, hein, qui est plus fort que moi, quand même, Maker, hein, clairement. Mais c'est un joueur qui peut se mettre en danger à la pendule. C'est un joueur qui aime bien contrôler ce qu'il fait. Et quand alors, il le fait pas de façon comme Fritschuk, hein, il fait pas des 40 minutes sur rien. Mais quand les positions sont assez complexes, il a tendance à vouloir maîtriser ce qu'il fait, donc il peut se mettre en danger sur l'ouverture, il peut se mettre très vite en danger de la pendule si on joue une ouverture complexe.
Donc contre lui, bah, il a fallu que je trouve une ligne qui joue qui soit complexe, qui n'est pas beaucoup jouée, que je puisse faire sur une restitution longue. Donc là, j'ai fait une énorme préparation. Là. J'ai passé 2 heures à préparation de variante, et en espérant tomber juste, hein, déjà trouver la variante. C'est tombé pile poil, hein, j'ai eu de la chance. Et donc, j'ai réussi à lui mettre plus d'1 heure à la pendule sous l'ouverture, et surtout avoir une position bien complexe à l'arrivée. Donc, il était en prise de temps. Et typiquement, après, bah, j'ai fait comme j'ai dit, hein, j'ai pris mon temps. Bon, malgré tout, il a surjoué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était revenu dans la partie, mais malgré tout, il était toujours en prise de temps, et à un moment donné, j'ai trouvé le bon coup, c'est-à-dire qu'il a fait une faute, j'ai trouvé la réponse, et j'ai gagné. Mais voilà, donc là, c'était bien joué. Contre Gaponenko, alors c'est une joueuse qui n'est pas forcément très connue, c'est quand même elle doit être dans le top 50 quand même, féminin, maintenant, ou top 100. C'est une joueuse qui calcule extrêmement bien, qui adore attaquer, qui peut aussi défendre des positions avec matériel à l'avant, c'est-à-dire qu'elle aime les positions complexes, tout simplement. Donc contre elle, c'était clairement, il fallait surtout pas se retrouver en crise de temps, c'était terrible. Alors coup de chance, j'ai pu me préparer contre elle, ce qui fait que déjà j'ai pu avoir une restitution longue, ce qui est très agréable contre quelqu'un qui te met une pression au temps. Donc j'ai réussi à ne pas me retrouver en crise de temps. C'était ça en fait. Il fallait surtout essayer d'éviter une crise de temps. Là j'ai réussi. C'était coup de chance là-dessus parce que c'était pas évident dans la préparation de trouver sa ligne parce qu'elle joue beaucoup de variantes différentes. Mais par contre, là, là, c'est rien à voir avec le temps, mais le but c'était d'arriver dans des positions calmes. Et j'ai coup de chance aussi, voilà, c'était la préparation, mais c'est tombé, quoi. Et voilà, donc j'ai réussi à me trouver, j'ai réussi à éviter la crise de temps, ce qui était vraiment très important pour ça. Si je la connaissais pas, j'ai tendance à être souvent mal au temps, hein, quand même, aux échecs. Et là, contre cette joueuse-là, j'ai vu qu'il fallait surtout pas le faire. C'est-à-dire que j'ai pas du tout essayé de gagner. Par contre, là, j'ai pas du tout essayé de mettre la pression au temps. Au contraire, j'avais aucune chance de réussir à mettre la pression au temps. Mais par contre, il fallait que j'évite d'être en prise de temps. Et si possible que j'aille, alors là rien à voir, mais que je sois, si possible, arriver sur des filières de jeu de calme. Là, c'est plus la gestion du temps, c'est la gestion des filières. C'est pas le cours d'aujourd'hui. Donc vous voyez, donc c'est pas si simple, hein, vraiment de gérer le temps. C'est quelque chose d'assez difficile. Si on veut pas être mal au temps, bah, il faut absolument avoir une méthode de calcul très. Soit on a une préparation énorme qui permet d'éviter d'avoir beaucoup de temps après l'ouverture, soit bah, on a une méthode de calcul qui nous permet de gérer le temps de façon sereine. On sait, à tout moment, on sait ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a. Donc mais c'est quelque chose, ça dépend de sa façon de calculer, hein, et donc il faut réfléchir par rapport à sa façon de calculer. Qu'est-ce que je peux changer de ma façon de calculer par rapport à la voilure qui me reste de temps, et savoir le faire avant la partie, bien sûr, savoir comment je réfléchis à tout moment, selon le temps qui me reste, comment je peux réfléchir. Et voilà, c'est quelque chose qui est pas, ça demande du travail, hein. C'est pas, il faut un travail sur sa méthode de calcul et un travail sur ce que ça implique sur sa gestion du temps. Voilà. Très bien. J'espère que c'est pas été trop compliqué, trop abstrait. C'est vrai que c'est pas évident comme notion. Donc on se dit normalement à la semaine prochaine, hein, je pense que en visio, hein, c'est vrai. Bah oui. Visio à la semaine prochaine, je vous envoie ça. Donc là, je finis l'enregistrement.